Agatha Christie. Ils étaient 10, précédemment publié sous le titre « 10 petits nègres ». Partie 3 du livre audio. Suite du chapitre 5. 6. Allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, Vera Clayton contemplait le plafond. Sa lampe de chevet était allumée. Elle avait peur de l'obscurité. « Hugo, Hugo, pensait-elle, comment se fait-il que je te sente si près de moi ce soir? Tout près, là, quelque part. Où est-il en réalité? Je n'en sais rien. Je ne le saurai jamais. Il est sorti de ma vie sans se retourner. Inutile d'essayer de ne pas penser à Hugo. Il était près d'elle. Vera était forcée de penser à lui, de se souvenir. Les Cornouailles, les rochers noirs, le sable doré, si doux au toucher. Madame Hamilton, rondelette et joviale. Cyril, toujours un peu géniard, qui la tirait par la main. « Je veux nager jusqu'au rocher, mademoiselle Clayton. Pourquoi je peux pas nager jusqu'au rocher ?» Elle levait la tête, croisait le regard de Hugo fixé sur elle. Les soirées. Une fois que Cyril était couché. « Venez faire un tour, mademoiselle Clayton. » Je ne dis pas non. La promenade en tout bien tout honneur jusqu'à la plage. Le clair de lune. La brise de l'Atlantique. Et soudain, les bras de Hugo autour d'elle. « Je vous aime, je vous aime. » « Vous savez que je vous aime, Vera. » Oui, elle le savait. Ou croyait le savoir. « Je ne peux pas vous demander de m'épouser. Je n'ai pas un sou. Tout juste de quoi subvenir à mes besoins. C'est bizarre, vous savez. Pendant 3 mois de ma vie, j'ai bien cru avoir une chance de devenir riche. Cyril est né seulement 3 mois après la mort de Maurice. Si ça avait été une fille... Si l'enfant avait été une fille, Hugo aurait hérité de tout. Il avait été déçu. Il le reconnaissait volontiers. Je n'y comptais pas trop, bien sûr, mais ça m'a quand même fichu un coup. Enfin, bon, c'est la vie. Cyril est un brave gosse. J'ai une énorme tendresse pour lui. Et c'était vrai. Il était toujours prêt à jouer avec son neveu, à le distraire. Hugo n'était pas d'un naturel rancunier. Cyril n'était pas très robuste. C'était un enfant malingre, dépourvu de tonus. Le genre d'enfant, peut-être, qui n'était pas destiné à vivre longtemps. Auquel cas... « Mademoiselle Clayton, pourquoi je ne peux pas nager jusqu'au rocher ?» Refrain géniard, exaspérant. « C'est trop loin, Cyril. »« Oh, mademoiselle Clayton !» Vera se leva, prit le tube d'aspirine sur la coiffeuse et avala 3 comprimés. « J'aimerais bien avoir un somnifère digne de ce nom, » se dit-elle. Elle pensa encore. « Moi, si je devais mettre fin à mes jours, je prendrais du Véronal, quelque chose dans ce genre-là, mais certainement pas du cyanure. » Elle frissonna au souvenir du visage violacé, convulsé d'Anthony Marston. En passant devant la cheminée, elle leva les yeux vers la comptine accrochée au mur. 10 petits soldats s'en furent soupés, l'un d'eux but à s'en étouffer. N'en resta plus que 9. C'est horrible, exactement comme ce soir, songea-t-elle. Pourquoi Anthony Marston avait-il voulu mourir? Elle, en tout cas, elle ne voulait pas mourir. Elle n'imaginait pas qu'on puisse avoir envie de mourir. La mort, c'était pour les autres. Chapitre 6. 1. Le docteur Armstrong rêvait.
Il faisait très chaud dans la salle d'opération. Pas possible, ils avaient mal réglé le thermostat. La sueur dégoulinait sur son visage. Ses paumes étaient moites. Pas commode de tenir le bistouri d'une main ferme. Superbement aiguisée, cette lame. Facile de commettre un meurtre avec un instrument pareil. D'ailleurs, il commettait un meurtre. Le corps de la femme paraissait différent. À l'époque, ça avait été un corps massif, difficile à manier. Celui-ci était squelettique, et le visage était caché. Qui donc devait-il tuer ? Il n'arrivait pas à s'en souvenir. Pourtant, il fallait qu'il le sache. S'il demandait à l'infirmière. L'infirmière l'observait. Non, il ne pouvait pas lui poser la question. Elle était soupçonneuse, ça se voyait. Mais qui était sur le billard ? On n'aurait pas dû lui couvrir ainsi le visage. Si seulement il pouvait le voir, ce visage. Ah, ça allait mieux. Une jeune interne venait d'ôter le mouchoir. Emily Brent, bien sûr. C'était Emily Brent qu'il devait tuer. Quelle méchanceté dans son regard. Ses lèvres remuaient. Que disait-elle ? Au printemps de la vie, nous sommes déjà dans la mort. Elle riait, à présent. Non, mademoiselle, ne remettez pas le mouchoir. Il faut que j'y voie. Il faut que je fasse l'anesthésie. Où est l'éther ? J'ai dû la porter avec moi. Qu'avez-vous fait de l'éther, mademoiselle ? Du Châteauneuf du Pape ? Oui, cela fera aussi bien l'affaire. Retirez le mouchoir, mademoiselle. Évidemment. Je le savais depuis le début. C'est Anthony Marston. Il a le visage violacé, convulsé. Mais il n'est pas mort. Il rit. Je vous dis qu'il rit. Il en fait trembler la table d'opération. Du calme, mon vieux, du calme. Mademoiselle, calez la table. Calez-la. Le docteur Armstrong se réveilla en sursaut. Il faisait jour. Le soleil inondait sa chambre. Et quelqu'un était penché sur lui. Le secouait. C'était Rogers. Rogers, blême, qui disait « Docteur, docteur !» Le docteur Armstrong se réveilla tout à fait. Il se mit sur son séant. « Qu'y a-t-il ?»« C'est ma femme, docteur. Je n'arrive pas à la réveiller. Seigneur, je n'arrive pas à la réveiller. Et elle ne m'a pas l'air bien. » Le docteur Armstrong fut rapide et efficace. Il se drapa dans sa robe de chambre et suivit Rogers. Il se pencha sur le lit où la domestique était paisiblement couchée sur le côté. Il toucha une main froide, souleva une paupière. Au bout d'un instant, il se redressa et se détourna du lit. Rogers humecta ses lèvres sèches. « Est-ce qu'elle est ?» Armstrong inclina la tête. « Oui, c'est fini. » Ses yeux examinèrent pensivement l'homme debout devant lui. Puis ils se posèrent tour à tour sur la table de chevet, sur le lavabo et sur la femme qui dormait de son dernier sommeil. « Est-ce que c'est son cœur, docteur ?» balbutia Rogers. Le docteur Armstrong ne répondit pas tout de suite. « Elle était en bonne santé, habituellement ?» demanda-t-il enfin. Il y avait bien ces rhumatismes qui la faisaient un peu souffrir, mais... Elle était suivie par un médecin ces derniers temps ? Un médecin ? Répéta Rogers, interloqué. Ça fait des années qu'on n'a pas vu de médecin, ni elle, ni moi. Vous n'avez aucune raison de croire qu'elle souffrait de troubles cardiaques ? Non, docteur, pas à ma connaissance. Son sommeil était bon ? Cette fois, Rogers évita le regard du médecin. Il joignit les mains et les tordit nerveusement. Elle ne dormait pas tellement bien, non, marmonna-t-il. Elle prenait quelque chose pour dormir, s'enquit le médecin d'un ton vif. Rogers le regarda, surpris.
Quelque chose? Pour dormir? Pas que je sache. Non, je suis sûre que non. Armstrong s'approcha du lavabo. Un certain nombre de flacons étaient alignés sur la tablette. Lotion capillaire, eau de lavande, pommade astringente, crème de concombre pour les mains, bain de bouche, pâte dentifrice et pastilles digestives. Rogers l'aida en ouvrant les tiroirs de la coiffeuse. De là, ils passèrent tous deux à la commode. Ils ne trouvèrent pas trace de somnifères, ni en gouttes, ni en comprimés. « Elle n'a rien pris hier soir, docteur, » dit Rogers, « à part ce que vous lui avez donné. » 2. Quand, à 9 heures, le gong annonça le petit déjeuner, tout le monde était déjà levé et attendait le signal. Le général MacArthur et le juge faisaient les 100 pas, sur la terrasse, en échangeant des propos décousus sur la situation politique. Vera Clayton et Philippe Lombard étaient montés au sommet de l'île, derrière la maison. Ils y avaient trouvé William Henry Blore, occupé à scruter la côte. « Toujours pas de canot à moteur en vue, » leur dit-il. « Ça fait pourtant un moment que je le guette. »« Le Devon est une région assoupie, » dit Vera en souriant. « Ici, tout a du retard. » Philippe Lombard regardait de l'autre côté, en direction du large. « Que pensez-vous du temps ?» demanda-t-il brusquement. Blore jeta un coup d'œil vers le ciel. « Il m'a l'air au beau fixe. » Lombard émit un petit sifflement. « Le vent va se lever avant la fin de la journée. »« Une tempête, fit Blore. D'en bas leur parvint le coup de gong. « Le petit déjeuner ?» dit Philippe Lombard. « Ma foi, je n'ai rien contre. » Tandis qu'il descendait le raidillon, Blore s'adressa à Lombard d'une voix soucieuse. « Vous savez, ça me dépasse. Pourquoi ce garçon aurait-il voulu se supprimer? Ça m'a turlupiné toute la nuit. » Vera marchait en tête. Lombard ralentit un peu le pas. « Vous avez une autre théorie? » « Il me faudrait une preuve, et un mobile pour commencer. À mon avis, ce type était plein aux as. » Emily Brent sortit par la porte-fenêtre du salon et vint à leur rencontre. « Le bateau arrive ?» demanda-t-elle, un peu tendue. « Pas encore, » répondit Vera. Ils entrèrent dans la salle à manger. Du thé, du café et un grand plat d'œufs au bacon les attendaient sur la desserte. Rogers s'effaça pour les laisser passer, puis sortit en fermant la porte. « Cet homme n'a pas l'air dans son assiette ce matin, » déclara Emily Brent. Le docteur Armstrong, qui se tenait près de la fenêtre, se racla la gorge. « Il vous faudra excuser les éventuelles imperfections du service. Rogers a fait de son mieux pour préparer tout seul le petit déjeuner. Madame Rogers n'a pas été en mesure de s'en charger ce matin. »« Qu'a-t-elle donc encore ?» s'enquit Emily Brent d'un ton acide. « Mettons-nous à table. Les œufs vont refroidir, » éluda le docteur Armstrong. « Après le petit déjeuner, il y a plusieurs questions que je voudrais aborder avec vous. » Ils comprirent à demi-mot. On remplit les assiettes, on servit le thé et le café. Le repas commença. D'un commun accord, toute allusion à l'île fut proscrite. Ils discutèrent à bâtons rompus de l'actualité. Nouvelles de l'étranger, exploits sportifs, dernière apparition en date du monstre de Loch Ness. Puis, une fois la table desservie, le docteur Armstrong recula un peu sa chaise, tout sauta d'un air solennel et prit la parole. « J'ai préféré attendre la fin du petit déjeuner pour vous annoncer la triste nouvelle. Madame Rogers est morte dans son sommeil. » Des exclamations effarées, stupéfaites, fusèrent de toutes parts. « Quelle horreur !» s'exclama Vera.
2 morts sur cette île depuis notre arrivée. Les yeux mi-clos, le juge Wargrave intervint de sa petite voix précise. Très extraordinaire. De quoi est-elle morte ? Armstrong haussa les épaules. Impossible à dire comme ça. Il faudra une autopsie ? Je ne m'aviserai certes pas de délivrer un permis d'inhumer. J'ignore totalement quel était l'état de santé de cette femme. Elle avait l'air très nerveuse, dit Vera, et elle a subi un choc hier soir. Il s'agit d'un arrêt du cœur, j'imagine. Son cœur s'est assurément arrêté de battre, répliqua le docteur Armstrong d'un ton pince sans rire. Mais pour quelle raison ? C'est toute la question. 2 mots tombèrent des lèvres d'Emily Brent. Ils tombèrent, tel un couperet, au milieu du groupe attentif. Leur remords. Armstrong se tourna vers elle. Qu'entendez-vous au juste par là, mademoiselle Brent ? Vous avez tous entendu, répondit Emily Brent, la bouche dure et pincée. Elle a été accusée, avec son mari, d'avoir délibérément empoisonné sa précédente patronne, une personne âgée. Et vous pensez ? Je pense que cette accusation était fondée. Vous l'avez tous vue hier soir. Ses nerfs ont lâché et elle s'est évanouie. Confrontée à son crime, elle n'a pas supporté le choc. Elle est littéralement morte de peur. Le docteur Armstrong secoua la tête, sceptique. C'est une hypothèse, dit-il. On ne peut cependant l'adopter avant d'en savoir davantage sur son état de santé. Si elle souffrait d'une insuffisance cardiaque, appelez cela le doigt de Dieu, si vous préférez, déclara posément Emily Brent. Tous parurent choqués. M. Blore protesta, mal à l'aise. Là, mademoiselle Brent, vous y allez un peu fort. Elle les toisa, l'œil brillant, le menton levé. Vous estimez donc impossible qu'un pécheur soit foudroyé par le courroux divin ? Pas moi. Le juge se caressa la joue. D'une voix teintée d'ironie, il murmura. Chère mademoiselle, si j'en crois mon expérience, c'est à nous autres mortels que la Providence laisse le soin de condamner et de châtier les coupables. Et c'est un long cheminement semé d'embûches. Il n'y a pas de raccourci. Emily Brent haussa les épaules. Qu'a-t-elle mangé et bu hier soir, après être montée se coucher ? Demanda soudain Blore. Rien, répondit Armstrong. Rien du tout ? Même pas une tasse de thé ? Un verre d'eau ? Je vous parie qu'elle a pris une tasse de thé. C'est une manie chez ces gens-là. Rogers affirme qu'elle n'a rigoureusement rien avalé. Ça, fit Blore, c'est lui qui le dit. Son ton était si lourd de sous-entendus que le médecin lui lança un regard acéré. « C'est donc ça votre idée ?» interrogea Lombard. « Et pourquoi pas ?» répliqua Blore, agressif. « Nous avons tous entendu l'accusation portée contre eux hier soir. Ce n'est peut-être qu'un vaste bobard, du délire pur et simple, mais d'un autre côté, peut-être pas. Admettons pour l'instant que ce soit vrai. Rogers et sa bourgeoise ont liquidé la vieille dame. Qu'est-ce que ça nous donne ? Nos 2 lascars se sentaient bien tranquilles, ravis de leur coup. Vera l'interrompit. « Non, dit-elle à voix basse. Je ne pense pas que madame Rogers se soit jamais sentie tranquille. » Blore parut un peu contrarié par cette intervention. « Ça, c'est bien les femmes, » disait son regard. « Simple supposition, » reprit-il. « En tout cas, à leur connaissance, ils ne couraient aucun danger. Et puis voilà que, hier soir, une espèce de cinglé anonyme crache le morceau. Que se passe-t-il ? La femme craque, tombe dans les pommes. Rappelez-vous comme son mari était aux petits soins quand elle a repris connaissance. Ce n'était pas uniquement de la sollicitude conjugale. Jamais de la vie. Il était sur les charbons ardents. Vert de peur à l'idée de ce qu'elle pourrait dire. Et voilà, vous avez le topo. Ils ont commis un meurtre en toute impunité. Mais si l'affaire est déterrée, qu'est-ce qui risque d'arriver ? 10 contre 1 que la femme se mettra à table. Elle n'aura pas le cran de faire face et de tout nier en bloc.
Vivante, elle représente une menace permanente pour son mari. Lui, par contre, il est coriace. Lui, il mentira sans vergogne jusqu'à la fin des temps. Mais il ne peut pas être sûr d'elle. Et si elle passe aux aveux, il risque la corde. Alors, il verse une substance quelconque dans son thé, histoire de la faire taire une fois pour toutes. Il n'y avait pas de tasse vide sur la table de chevet, objecta Armstrong. Rien du tout. J'ai regardé. Évidemment qu'il n'y avait rien, ricana Blore. Vous pensez bien qu'il aura pris soin de laver à fond la tasse et la soucoupe après usage. Il y eut un silence. Puis le général MacArthur déclara, sceptique. C'est possible, bien sûr. Mais j'ai peine à imaginer qu'un homme puisse faire ça à sa femme. Blore lâcha un rire bref. Quand un homme craint pour sa peau, il ne fait pas trop de sentiments. Nouveau silence. Avant que quelqu'un ait pu prendre la parole, la porte s'ouvrit et Rogers entra. « Désirez-vous autre chose ?» s'enquit-il en les regardant tour à tour. Le juge Wargrave se trémoussa un peu sur sa chaise. « À quelle heure le bateau arrive-t-il, d'habitude ?»« Entre 7 et 8 heures, monsieur. Parfois un peu plus tard. Je ne sais pas ce que fabrique Fred Narracott ce matin. S'il était malade, il aurait envoyé son frère. »« Quelle heure est-il ?» demanda Philippe Lombard. 10h moins 10, monsieur. Lombard haussa les sourcils. Lentement, il hocha la tête. Rogers attendit. Soudain, le général MacArthur lança d'une voix tonitruante. « Navré pour votre femme, Rogers. Le docteur vient de nous annoncer la nouvelle. » Rogers inclina la tête. « Oui, monsieur. Je vous remercie, monsieur. » Il sortit, emportant le plat de bacon vide. Le silence retomba. 3. Dehors, sur la terrasse, Philippe Lombard dit à Blore. « À propos de ce canot. » Blore le regarda. « Je sais ce que vous pensez, monsieur Lombard, fit-il en hochant la tête. Je me suis posé la même question. Le canot devrait être ici depuis près de 2 heures. Il n'est pas venu. Pourquoi ? Vous avez trouvé la réponse ? Demanda Lombard. Ce n'est pas un hasard. Voilà mon opinion. Ça fait partie du plan d'ensemble. Tout est lié. Il ne viendra pas, vous croyez ? Derrière Philippe Lombard, une voix s'éleva, une voix agacée, impatiente. Inutile de l'attendre, ce canot. Tournant légèrement ses épaules carrées, Blore observa d'un air songeur celui qui venait de parler. C'est aussi votre avis, mon général ? Évidemment qu'il ne viendra pas, grommela le général MacArthur. Nous comptons sur ce bateau pour quitter l'île. Tout est là, précisément. Nous n'allons pas quitter l'île. Aucun de nous ne partira d'ici. C'est la fin, voyez-vous. La fin de tout. Il hésita avant d'ajouter d'une voix grave, étrange. C'est ça, la paix. La vraie paix. Arriver à la fin de tout. Ne pas avoir à continuer. Oui, la paix. Il se détourna brusquement et s'éloigna. Longeant la terrasse, il s'engagea en diagonale dans la pente qui descendait doucement vers la mer et se dirigea vers l'extrémité de l'île, où des rochers isolés émergeaient de l'eau. Il marchait d'un pas incertain, comme un homme à moitié endormi. « En voilà encore un qui déraille, » commenta Blore. « Ça m'a l'air bien parti pour qu'on prenne tous le même chemin. »« Pas vous, Blore. Ça m'étonnerait, » dit Philippe Lombard. L'ex-inspecteur s'esclaffa. « Il en faudrait beaucoup pour me faire perdre les pédales. » Il ajouta, pince sans rire. « Je ne vous vois pas non plus prendre ce chemin-là, monsieur Lombard. »« Je me sens parfaitement sain d'esprit pour l'instant, je vous remercie, » déclara Philippe Lombard. 4. Arrivé sur la terrasse, le docteur Armstrong hésita.
À sa gauche se tenaient Blore et Lombard. À sa droite, Wargrave, tête baissée, faisait lentement les 100 pas. Après un moment d'indécision, Armstrong se dirigea vers ce dernier. Mais à cet instant précis, Rogers sortit rapidement de la maison. « Pourrais-je vous dire un mot, monsieur, je vous prie ?» Armstrong se retourna. Ce qu'il vit lui donna un haut-le-corps. Le visage de Rogers tressaillait. Son teint plombé tirait sur le verdâtre. Ses mains tremblaient. Cela formait un tel contraste avec son attitude réservée de tout à l'heure que le docteur Armstrong en fut stupéfait. « S'il vous plaît, monsieur, je voudrais vous dire un mot. À l'intérieur, monsieur. » Faisant demi-tour, le médecin regagna la maison avec le domestique affolé. « Que se passe-t-il, mon vieux ? Remettez-vous. Par ici, monsieur, venez par ici. » Il ouvrit la porte de la salle à manger. Le médecin y entra, suivi de Rogers, qui referma la porte derrière lui. « Eh bien, » s'enquit Armstrong. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Rogers avait la gorge contractée. Il déglutit avec peine et bredouilla. « Il se passe des choses que je ne comprends pas, monsieur. »« Des choses ? Quelles choses ?» interrogea Armstrong. « Vous allez croire que je suis fou, monsieur. Vous allez me dire que ce n'est rien. Mais il faut trouver une explication, monsieur. Il faut trouver une explication. Parce que ça n'a pas de sens. Si vous me disiez de quoi il s'agit, mon vieux, cessez de parler par énigme. » Rogers avala de nouveau sa salive. « Il s'agit des petits personnages, monsieur. Au milieu de la table. Les petits soldats en porcelaine. 10. Il y en avait. 10. Je suis prêt à le jurer. » « En effet, 10, confirma Armstrong. Nous les avons comptés hier soir au dîner. » Rogers se rapprocha de lui. « C'est justement ça, monsieur. Hier soir, quand j'ai débarrassé la table, il n'y en avait plus que 9. Sur le moment, j'ai trouvé ça bizarre, sans plus. Et puis ce matin, monsieur, je ne m'en suis pas aperçu quand j'ai mis le couvert du petit déjeuner. J'étais bouleversé, vous comprenez. Mais à l'instant, monsieur, quand je suis venu desservir, regardez par vous-même si vous ne me croyez pas. Il n'y en a plus que 8, monsieur. Plus que 8. Ça n'a pas de sens, dites. Plus que 8. Chapitre 7. 1. Après le petit déjeuner, Emily Brent avait proposé à Vera Clayton de retourner au sommet de l'île pour guetter le bateau. Vera avait accepté. Le vent avait fraîchi. De petites crêtes blanches apparaissaient sur la mer. Aucun bateau de pêche en vue. Et pas trace de canot à moteur. On ne voyait pas Sticklehaven, mais seulement la colline qui dominait le village. Un éperon de roches rouges dissimulait la petite baie. « L'homme qui nous a amenés hier avait l'air digne de confiance, » commenta Emily Brent. « C'est quand même bizarre qu'il ait tellement de retard ce matin. » Vera ne répondit pas. Elle luttait contre un sentiment de panique grandissant. « Garde ton sang-froid, » se morigéna-t-elle. « Cela ne te ressemble pas. Tu as toujours eu les nerfs solides. » Au bout d'une minute, elle dit tout haut. « Je donnerais cher pour qu'il arrive. J'ai envie de partir d'ici. »« Comme nous tous, croyez-le bien, » répliqua Emily Brent d'un ton sec. « Tout cela est tellement extravagant, » murmura Vera. « Tellement incompréhensible. »« Je m'en veux beaucoup de m'être laissé berner si facilement, » déclara avec dépit la vieille demoiselle. « Cette lettre est absurde, quand on y regarde de près. Mais sur le moment, le doute ne m'a pas effleuré, pas un instant. »« Non, bien sûr, » dit machinalement Vera. « On ne se méfie jamais assez, » dit Emily Brent. Vera émit un long soupir chevrotant.
Pensez-vous vraiment ce que vous avez dit au petit déjeuner? Soyez un peu plus précise, ma chère. De quoi parlez-vous exactement? Pensez-vous vraiment que Rogers et sa femme aient éliminé cette vieille dame? Fit Vera à voix basse. Emily Brent s'absorba dans la contemplation de la mer. Au bout d'un moment, elle répondit. Personnellement, j'en suis convaincue. Et vous, qu'en pensez-vous? Je ne sais qu'en penser. Tout conforte cette hypothèse, fit valoir Emily Brent. L'évanouissement de Madame Rogers, son mari qui laisse tomber le plateau du café, rappelez-vous. Quant aux explications qu'il a fournies, elles sonnaient faux. Oh oui, je crains fort qu'il ne soit coupable. Elle donnait l'impression d'avoir peur de son ombre, murmura Vera. Je n'avais jamais vu une femme aussi effrayée. Elle devait être hantée par son crime. Je me souviens d'une phrase de la Bible qui était accrochée dans ma chambre quand j'étais petite, déclara mademoiselle Brent. Sache que ton péché te rattrapera. C'est très vrai. Sache que ton péché te rattrapera. Vera se releva avec peine. Mais alors, mademoiselle Brent, dans ce cas... Oui, ma chère. Les autres. Qu'en est-il des autres? Je vous ne suis pas bien. Toutes les autres accusations. Elles étaient donc fausses, elles? Pourtant, si c'était vrai pour les Rogers... Elle s'interrompit, incapable d'exprimer clairement ses pensées chaotiques. Emily Brent, qui avait froncé les sourcils, perdit soudain son air perplexe. « Ah, je vous comprends maintenant. Eh bien, prenons ce monsieur Lombard. Il reconnaît avoir abandonné 20 hommes à une mort certaine. Ce n'étaient que des indigènes. Noirs ou blancs, ce sont nos frères, répliqua Emily Brent d'un ton vif. Nos frères noirs, pensa Vera. Seigneur, je vais piquer un fou rire. Je suis hystérique. Je ne suis pas dans mon état normal. Songeuse, Emily Brent poursuivit. Remarquez, certaines des accusations étaient extravagantes, voire ridicules. Celle concernant le juge, par exemple, qui faisait simplement son devoir dans l'exercice de ses fonctions. Même chose pour l'ancien policier de Scotland Yard. Et pour moi. Elle s'interrompit un instant avant de reprendre. Naturellement, compte tenu des circonstances, je n'ai pas voulu m'expliquer hier soir. Ce n'était pas un sujet à débattre en présence de ces messieurs. Non. Vera écoutait avec intérêt. Sereine, mademoiselle Brent enchaîna. Béatrice Taylor était à mon service. Ce n'était pas une fille convenable. Mais ça, je m'en suis aperçue trop tard. Je m'étais complètement laissée abuser. Elle avait de bonnes manières, était très propre et pleine de bonne volonté. Et j'étais très contente d'elle. En réalité, tout cela n'était que pure hypocrisie. C'était une fille perdue, dénuée de tout sens moral. Obscène. Au bout de quelque temps, j'ai découvert qu'elle était dans une situation intéressante, comme on dit. Elle s'interrompit, fronçant avec dégoût son nez délicat. Ce fut pour moi un grand choc, d'autant que ses parents étaient des gens bien, qui lui avaient donné une éducation très stricte. Je suis heureuse de pouvoir dire qu'ils ne lui ont pas pardonné sa conduite. Les yeux rivés sur mademoiselle Brent, Vera demanda. Que s'est-il passé? Vous pensez bien que je ne l'ai pas gardé 1 heure de plus sous mon toit. Personne ne pourra me reprocher d'avoir cautionné l'immoralité. D'une voix plus basse, Vera insista. Que s'est-il passé? Pour elle? Cette créature débauchée, non contente d'avoir un péché sur la conscience, en a commis un autre, plus grave encore. Elle a mis fin à ses jours. Elle s'est suicidée? Chuchota Vera, frappée d'horreur. Oui, elle s'est jetée dans la rivière. Vera frissonna. Elle observa le profil calme et délicat de mademoiselle Brent.
Quelle a été votre réaction quand vous l'avez appris ? Demanda-t-elle. Vous n'avez pas eu de regrets ? Vous ne vous êtes pas senti responsable ? Emily Brent se redressa. Moi ? Je n'avais rien à me reprocher. Mais si c'est votre intransigeance qui l'a poussée à cette extrémité. Emily Brent repartit d'un ton sec. Ce qui l'y a poussée, c'est son inconduite, son péché. Si elle s'était comportée en jeune fille convenable et réservée, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle se tourna face à Vera. Ses yeux n'exprimaient aucun trouble, aucun remords. Ils étaient durs et sans merci. Emily Brent siégeait au sommet de l'île du Soldat, engoncée dans son armure de vertu. À présent, Vera ne trouvait plus du tout la vieille demoiselle vaguement ridicule. Soudain, elle la trouvait monstrueuse. 2. Le docteur Armstrong sortit de la salle à manger et retourna sur la terrasse. Assis dans un fauteuil, le juge contemplait la mer avec placidité. Un peu à l'écart, sur la gauche, Lombard et Blore fumaient en silence. Comme précédemment, le médecin hésita un instant. Il jaugea du regard le juge Wargrave. Il voulait avoir l'avis de quelqu'un. Il n'ignorait pas que le juge possédait un esprit aiguisé et logique. Néanmoins, il balançait. Même si c'était un cerveau, le juge Wargrave était vieux. Aux yeux d'Armstrong, les circonstances exigeaient un homme d'action. Il se décida. « Lombard, je peux vous parler 1 minute ?» Philippe tressaillit. « Bien sûr. » Les 2 hommes quittèrent la terrasse et descendirent vers la mer. « J'ai besoin d'une consultation, » dit Armstrong, lorsqu'il fut certain qu'on ne risquait plus de les entendre. Lombard haussa les sourcils. « Je n'ai aucune connaissance médicale, mon cher. »« Non, non, je vous parle de la situation générale. »« Alors là, c'est différent. »« Franchement, qu'en pensez-vous » demanda Armstrong. Lombard réfléchit 1 minute. « La situation est assez éloquente, non ?» répondit-il enfin. « Quelle est votre opinion sur la mort de cette femme ? Vous êtes d'accord avec la théorie de Blore ? » Philippe souffla une bouffée de fumée. « Elle est tout à fait plausible. Prise isolément. Très juste. » Armstrong parut soulagé. Philippe Lombard n'était pas un imbécile. Ce dernier poursuivit. « À condition d'accepter l'idée que monsieur et madame Rogers ont un beau jour commis un meurtre en toute impunité. Et je ne vois rien d'impossible là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la vieille, selon vous ? Ils l'ont empoisonnée ? C'est peut-être plus simple que ça, répondit Armstrong d'une voix lente. Ce matin, j'ai demandé à Rogers de quoi souffrait cette mademoiselle Brady. Sa réponse m'a ouvert des horizons. Inutile d'entrer dans les détails techniques. Mais on soigne certaines formes de troubles cardiaques au nitrite d'amyle. En cas de crise, on casse une ampoule de nitrite qu'on fait inhaler au malade. Si on n'administre pas le nitrite d'amyle, ma foi, les conséquences risquent fort d'être fatales. Pas plus difficile que ça, murmura Philippe Lombard, pensif. Ça devait être assez tentant. Le médecin acquiesça. Oui, pas de geste criminel à proprement parler. Pas d'arsenic à se procurer et à administrer. Rien de concret. Juste l'inaction. Rogers a couru chercher un médecin en pleine nuit, et le couple avait ainsi la certitude que personne ne découvrirait jamais la vérité. Et même dans le cas contraire, on ne pourrait rien prouver contre eux,
ajouta Philippe Lombard. Soudain, il fronça les sourcils. Mais j'y pense. Voilà qui explique bien des choses. Je vous demande pardon, fit Armstrong intrigué. Je veux dire, ça explique notre présence sur cette île. Il y a des crimes dont on ne peut pas épingler les auteurs. Exemple, celui des Rogers. Autre exemple, celui du vieux Wargrave qui a commis son meurtre dans les strictes limites de la loi. Vous croyez donc à cette histoire ? Dit vivement Armstrong. Philippe Lombard sourit. Oh oui, j'y crois. Wargrave a bel et bien assassiné Edward Seton. Aussi sûrement que s'il lui avait planté un stylet en plein cœur. Mais il a eu l'intelligence de le faire en robe et perruque, du haut de sa chaire de juge. On ne peut donc pas le coincer par les voies habituelles. Tel un éclair, une pensée traversa l'esprit d'Armstrong. Meurtre à l'hôpital. Meurtre sur la table d'opération. Aucun risque. Non, pas l'ombre d'un risque. D'où, monsieur Onheim, poursuivait Philippe Lombard. D'où l'île du soldat. Armstrong prit une profonde inspiration. Nous arrivons là au cœur du problème. Dans quel but nous a-t-on attirés ici ? À votre avis, dit Philippe Lombard. Revenons un instant sur la mort de cette femme, déclara Armstrong avec brusquerie. Quelles sont les hypothèses possibles ? Primo, Rogers l'a tuée parce qu'il craignait qu'elle ne vende la mèche. Secundo, dans un moment d'égarement, elle a choisi l'issue la plus simple. Le suicide, hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Demanda Armstrong. Ce serait possible, oui. S'il n'y avait pas la mort de Marston, répondit Lombard. 2 suicides en l'espace de 12 heures, c'est un peu gros à avaler. Et si vous voulez me faire croire qu'Anthony Marston, jeune chien fou, sans état d'âme et pratiquement sans cervelle, ne s'est pas pardonné d'avoir fauché 2 gosses et a décidé de se supprimer, eh bien, laissez-moi vous dire que c'est risible. D'ailleurs, comment se serait-il procuré le poison ? Pour autant que je sache, le cyanure de potassium n'est pas le genre de produit qu'on trimballe dans la poche de son veston. Mais ça, c'est votre rayon. Aucun individu sensé ne transporte du cyanure de potassium, sauf s'il s'agit de quelqu'un qui veut détruire un nid de guêpes. Le jardinier zélé ou le propriétaire terrien, autrement dit. Là encore, pas Anthony Marston. À mon avis, ce cyanure mérite quelques éclaircissements. Ou bien Anthony Marston était venu ici avec l'intention de se suicider, auquel cas il avait pris ses dispositions. Ou alors, Philippe Lombard sourit de toutes ses dents. Pourquoi m'obliger à le dire ? Vous l'avez sur le bout de la langue. Anthony Marston a été assassiné. Évidemment. 3. Le docteur Armstrong respira à fond. Et Madame Rogers ? Je pourrais croire, difficilement, au suicide d'Anthony, s'il n'y avait pas Madame Rogers, dit Lombard d'une voix lente. Je pourrais aussi croire, facilement, au suicide de Madame Rogers, s'il n'y avait pas Anthony Marston. Je pourrais encore croire que Rogers s'est débarrassé de sa femme, s'il n'y avait pas la mort inattendue d'Anthony Marston. Ce qu'il nous faut, c'est une théorie qui explique ces 2 décès si rapprochés. Je peux peut-être vous mettre sur la voie, dit Armstrong. Et il expliqua comment Rogers lui avait signalé la disparition des 2 figurines de porcelaine. Oui, et les petits soldats en porcelaine, murmura Lombard. Il y en avait 10 hier soir au dîner. C'est un fait. Et vous dites qu'il n'en reste plus que 8 ? Le docteur Armstrong récita. 10 petits soldats s'en furent soupés. L'un d'eux but à s'en étouffer.
N'en resta plus que 9. 9 petits soldats veillèrent très tard. L'un d'eux dormit plus que sa part. N'en resta plus que 8. Les 2 hommes se regardèrent. Philippe Lombard sourit et jeta sa cigarette au loin. Ça colle sacrément trop bien pour être une coïncidence. Anthony Marston est mort par asphyxie, ou en s'étouffant, hier soir après le dîner. Et la mère Rogers s'est si bien endormie qu'elle ne s'est jamais réveillée. Conclusion ? Demanda Armstrong. Conclusion ? Il y a une autre espèce de soldat parmi nous. Le soldat inconnu. X. Monsieur Onheim. Anonyme. Anonyme. Le cinglé anonyme en liberté. Ah, fit Armstrong avec un soupir de soulagement. Nous sommes donc bien d'accord. Mais vous voyez ce qui en découle. Rogers nous a juré qu'il n'y avait personne d'autre que nous, sa femme et lui, sur cette île. Rogers se trompe. Ou peut-être qu'il ment. Armstrong secoua la tête. Je ne pense pas qu'il mente. Cet homme a peur. Il est aux 3/4 mort de peur. Philippe Lombard acquiesça. Pas de canot à moteur ce matin. Ça colle avec le reste. Encore une petite disposition prise par monsieur Onheim, à l'évidence. L'île du soldat doit rester isolée jusqu'à ce que monsieur Onheim ait terminé sa tâche. Armstrong avait pâli. Vous vous rendez compte ? Cet homme doit être fou allié. Mais il y a une chose à laquelle monsieur Onheim n'a pas pensé, décréta Philippe Lombard d'un ton changé. Quoi donc ? Cette île n'est qu'un rocher plus ou moins dénudé. Nous aurons vite fait de la fouiller. Et nous ne tarderons pas à débusquer le sieur anonyme. Il risque d'être dangereux, mit en garde le docteur Armstrong. Philippe Lombard éclata de rire. Dangereux ? Qui a peur du grand méchant loup ? C'est moi qui serai dangereux quand je lui mettrai la main dessus. Après un silence, il ajouta. Nous avons intérêt à mettre Blore dans le coup. Il nous sera utile pour l'agrafer. Pas question d'en parler aux femmes. Quant aux autres, le général Egaga et le vieux Wargrave est le champion de l'inertie sentencieuse. À nous 3, nous arriverons largement à faire le boulot. Chapitre 8 1. Blore se rendit aussitôt à leurs arguments et se laissa enrôler sans difficulté. Ça change tout, ce que vous venez de me dire à propos des figurines de porcelaine. C'est de la folie furieuse, pas moins. Il n'y a qu'une chose. Vous ne pensez pas que cet Onheim aurait dans l'idée de sous-traiter la besogne, si on peut dire ? Expliquez-vous, mon vieux. Voilà comment je vois les faits. Hier soir, après le coup du gramophone, ce genou de Marston panique et s'empoisonne. Rogers, lui, panique aussi, et zigouille sa femme. Tout ça conformément au plan de Anonyme. Armstrong secoua la tête et souleva le problème du cyanure. Blore admit l'objection. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Pas le genre de produit qu'on porte couramment sur soi. Mais alors, comment a-t-il atterri dans son verre ? J'ai réfléchi au problème, dit Lombard. Hier soir, Marston a bu plusieurs whisky. Entre l'avant-dernier et le dernier, il y a eu un laps de temps pendant lequel son verre a traîné sur une table. Je crois, sans en être sûr, que c'était sur la petite table, près de la fenêtre. Or, la fenêtre était ouverte. Quelqu'un aurait très bien pu verser une dose de cyanure dans le verre. Sans qu'aucun de nous s'en aperçoive, s'exclama Blore, incrédule. Nous étions tous assez pris par ailleurs, répliqua Lombard avec ironie. C'est vrai, approuva Armstrong,
Nous venions tous d'être accusés de crimes variés. Nous arpentions la pièce, incapables de tenir en place. Nous discutions, indignés, uniquement préoccupés par nos affaires. Je pense que c'était faisable. Blore haussa les épaules. Apparemment, ça a même été fait. Bon, messieurs, mettons-nous à l'ouvrage. Personne n'a un revolver, par hasard. Non, ce serait trop beau. J'en ai un, dit Lombard en tapotant sa poche. Blore écarquilla les yeux. Vous le trimballez toujours avec vous? S'enquit-il d'un ton trop détaché. D'habitude, oui, répondit Lombard. J'ai fréquenté des endroits plutôt malsains, vous savez. Ah, fit Blore. En tout cas, vous n'en avez probablement jamais fréquenté d'aussi malsain que celui où vous vous trouvez aujourd'hui. Si un déséquilibré se cache sur cette île, il doit avoir sur lui tout un arsenal d'armes à feu, sans compter un poignard ou deux pour faire bonne mesure. Armstrong tout sauta. Détrompez-vous, Blore. Les fous homicides sont souvent des gens extrêmement paisibles et effacés, des types charmants. Je n'ai pas l'impression que ce soit le genre de celui-ci, docteur, dit Blore. 2. Les trois hommes entreprirent de prospecter l'île. L'opération s'avéra encore plus simple que prévu. Du côté nord-ouest, face à la côte, les falaises s'enfonçaient à pic dans la mer, sans aucune anfractuosité. Pour le reste, il n'y avait pas d'arbres et très peu d'abris naturels. Les trois hommes procédèrent avec méthode et application, passant le sol au peigne fin depuis le sommet de l'île jusqu'au bord de l'eau, scrutant les rochers en quête de la moindre irrégularité, pouvant indiquer l'entrée d'une grotte. Mais il n'y avait pas de grotte. Longeant le rivage, ils arrivèrent finalement à l'endroit où le général MacArthur, assis, contemplait la mer. C'était un coin très paisible, où l'on entendait le clapotis des vagues qui léchaient les rochers. Le vieil homme se tenait très droit, les yeux fixés sur l'horizon. Il n'accorda aucune attention aux nouveaux arrivants. Ce manque total de réaction mit l'un d'eux, au moins, un peu mal à l'aise. « C'est pas naturel, ça, » songea Blore à part lui. « On dirait qu'il est en transe. » Il se racla la gorge et tenta d'engager la conversation. « Un joli petit coin tranquille que vous avez trouvé là, mon général. » Le vieux militaire fronça les sourcils. Il lança un bref coup d'œil par-dessus son épaule. « Il reste si peu de temps. Si peu de temps. J'insiste vraiment pour qu'on ne me dérange pas. »« Nous n'avons pas l'intention de vous déranger, » fit Blore d'un ton jovial. « Nous faisons juste le tour de l'île, comme qui dirait, pour le cas où quelqu'un s'y cacherait. » Le général plissa le front. « Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas du tout. Allez-vous-en, s'il vous plaît. » Blore battit en retraite. « Il est timbré, » dit-il aux deux autres quand il les eut rejoints. Inutile d'essayer de lui parler. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» s'enquit Lombard avec une pointe de curiosité. Blore haussa les épaules. « Qu'il ne restait plus beaucoup de temps et qu'il ne voulait pas être dérangé. » Le docteur Armstrong fronça les sourcils et murmura. « Je me demande bien. » 3. La fouille de l'île était pratiquement terminée. Juchés sur le point culminant, les trois hommes observaient la côte. Il n'y avait pas d'embarcation en vue. Le vent fraîchissait. « Aucun bateau de pêche n'est sorti, » dit Lombard. « Une tempête se prépare. C'est vraiment la poisse qu'on ne soit pas en vue du village. On aurait pu envoyer des signaux, faire quelque chose. »« On pourrait peut-être allumer un feu cette nuit, » proposa Blore. « Le problème, c'est que M. Onheim a dû parer à toute éventualité, » répondit Lombard, le front soucieux. « De quelle manière, monsieur ? Est-ce que je sais, moi ? En faisant croire à une bonne blague, par exemple. On doit nous laisser mariner ici,
ne tenir aucun compte de nos signaux, etc. Il a peut-être même raconté au village qu'il y avait un pari à la clé. Bref, une quelconque histoire à dormir debout. « Vous pensez qu'ils auraient gobé ça ?» fit Blore, dubitatif. « C'est plus facile à croire que la vérité, » ironisa Lombard. « Si on avait dit aux villageois que l'île devait rester isolée jusqu'à ce que M. Anonyme, Onaim, ait tranquillement assassiné tous ses invités, vous pensez qu'ils y auraient cru ? » « Il y a des moments où je n'arrive pas à y croire moi-même, » murmura le docteur Armstrong. « Et pourtant... » Les lèvres de Philippe Lombard se retroussèrent sur ses dents pointues. « Et pourtant... c'est exactement ça. Vous l'avez dit, docteur. » Blore contemplait l'eau, au pied de la falaise. « Personne ne pourrait grimper par là, je suppose. » Armstrong secoua la tête. « Ça m'étonnerait. C'est quasiment à pic. Et à supposer que quelqu'un y arrive, où se cacherait-il ? » « Il y a peut-être une cavité dans la falaise, » hasarda Blore. « Si nous avions une barque, nous pourrions faire le tour de l'île. »« Si nous avions une barque, » riposta Lombard, « nous serions déjà à mi-chemin de la côte. »« Pas faux, monsieur. »« Nous n'avons qu'à l'examiner, cette falaise, » déclara subitement Lombard. « Il n'y a qu'un seul endroit où il pourrait y avoir un renfoncement, et c'est juste en dessous, un peu à droite. Si vous me dégotez une corde, vous me ferez descendre pour qu'on en ait le cœur net. »« Autant être sûr, » acquiesça Blore. « Même si ça paraît absurde au vu de la paroi. Je vais voir ce que je peux dénicher. » D'un pas vif, il redescendit vers la maison. Lombard scruta le ciel. Les nuages commençaient à s'amonceler, le vent soufflait avec plus de force. Il lança à Armstrong un regard oblique. « Vous êtes bien silencieux, docteur. À quoi pensez-vous » D'une voix lente, Armstrong répondit. « Je me demandais jusqu'à quel point, exactement, le vieux MacArthur est fou. » 4. Vera n'avait pas tenu en place de toute la matinée. Elle avait évité Emily Brent, pour qui elle éprouvait désormais une aversion qui lui donnait la chair de poule. Mademoiselle Brent, de son côté, s'était installée dans un fauteuil à l'angle de la maison afin d'être à l'abri du vent. Elle tricotait. Chaque fois que Vera pensait à elle, il lui semblait voir un pâle visage de noyer aux cheveux emmêlés d'algues. Un visage qui avait été joli, impudemment joli peut-être, et qui était maintenant inaccessible à la pitié ou à la terreur. Et Emily Brent, placide et vertueuse, tricotait. Sur la terrasse principale, le juge Wargrave était tassé dans un fauteuil à haut dossier. Il avait la tête rentrée dans les épaules. Quand elle le regardait, Vera voyait un homme debout dans le box des accusés. Un jeune homme aux cheveux blonds, aux yeux bleus et à l'air effrayé, abasourdi. Edward Seton. Et, en imagination, elle voyait le juge poser de ses vieilles mains ridées la toque noire sur sa tête et prononcer la sentence. Au bout d'un moment, Vera descendit lentement vers la mer. Elle longea le rivage vers l'extrême pointe de l'île, où était assis un vieil homme qui fixait l'horizon. Le général MacArthur remua à son approche. Il tourna la tête. Son regard exprimait un curieux mélange d'incertitude et d'appréhension. Elle en fut saisie. Il la dévisagea un moment avec insistance. « C'est bizarre, » pensa-t-elle. « On dirait presque qu'il sait. »« Ah, c'est vous, » dit-il. « Vous êtes venu. » Vera s'assit à côté de lui.
Vous aimez rester là à contempler la mer ? Demanda-t-elle. Il hocha légèrement la tête. Oui, c'est agréable. C'est un bon endroit pour attendre. Pour attendre ? Répéta Véra d'un ton incisif. Vous attendez quoi ? La fin, dit-il avec douceur. Mais je crois que vous le savez, n'est-ce pas ? Je ne me trompe pas ? Nous attendons tous la fin. Que voulez-vous dire ? Murmura-t-elle d'une voix mal assurée. Aucun de nous ne quittera cette île, répondit le général MacArthur avec gravité. C'est cela, le plan. Et vous le savez parfaitement, bien sûr. Ce que vous n'imaginez pas, peut-être, c'est le soulagement. Le soulagement ? S'étonna Véra. Oui, évidemment. Vous êtes très jeune. Vous n'avez pas encore atteint ce stade. Mais ça viendra. Le bienheureux soulagement de savoir qu'on en a fini avec tout. Qu'on n'a pas à porter son fardeau plus longtemps. Vous éprouverez ce sentiment, vous aussi, un jour. Je ne vous comprends pas, répliqua Véra d'un ton âpre. Ses doigts étaient agités d'un tressaillement spasmodique. Elle eut peur, soudain, de ce vieux militaire taciturne. Voyez-vous, j'aimais Leslie, reprit-il d'une voix rêveuse. Je l'aimais beaucoup. Leslie, c'était votre femme, s'enquit Véra. Ma femme, oui. Je l'aimais. J'étais très fière d'elle. Elle était si jolie, si gaie. Il resta silencieux une bonne minute. Puis, oui, j'aimais Leslie. C'est pour ça que j'ai agi comme je l'ai fait. Vous voulez dire ? Véra s'interrompit. Le général MacArthur acquiesça posément. Ça ne sert plus à grand-chose de le nier. Maintenant que nous allons tous mourir. J'ai envoyé Richmond à la mort. Dans un sens, c'était un meurtre. Curieux. Un meurtre. Moi qui ai toujours été si respectueux de la loi. Mais à l'époque, je ne voyais pas les choses de cette manière. Je n'avais aucun regret. Rudement bien fait pour lui. Voilà ce que je me disais. Mais après... Après ? Interrogea Véra avec dureté. Il secoua la tête d'un air vague. Il semblait perplexe, en proie à une certaine détresse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout a changé, voyez-vous. Je ne saurais dire si Leslie avait deviné. Je ne crois pas. Mais je n'arrivais plus à savoir ce qu'elle pensait. Elle s'était tellement éloignée de moi que je ne pouvais pas l'atteindre. Et puis, elle est morte. Et je me suis retrouvée seule. Seule, seule, répéta Véra. Et les rochers lui renvoyèrent l'écho de sa voix. Vous serez heureuse, vous aussi, lorsque viendra la fin, conclut le général MacArthur. Véra se leva. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, fit-elle d'un ton cassant. Je sais, mon enfant, je sais. Non, justement, vous n'y comprenez rien du tout. Le général MacArthur se remit à contempler la mer. Il semblait avoir oublié la présence de Véra derrière lui. D'une voix très douce, il murmura. Leslie